So we're just gonna push on Tony's side onto his ground, but only until his license expires at midnight. I don't care what it is. I don't care if you're in the water. I don't care if it's soup. Get it over the line. If we can get like 100 feet across that whole section. You know what it's gonna cost to move the... L'équipe de Parker Schnabel a rompu le silence sur la nuit qui a failli anéantir tout ce qu'elle avait construit. Ce dont elle a été témoin durant ces heures sombres allait révéler des secrets, mettre à l'épreuve la loyauté et dévoiler une vérité si choquante qu'elle allait changer à jamais la ruée vers l'or. Voici ce qui s'est réellement passé. La radio mouette, la radio crépita, puis plus rien, le silence complète. Pour l'équipe qui travaillait à la mine de Parker Schnabel cette nuit d'octobre, le silence n'était jamais bon signe. Dans les champs aurifères du Yukon, la communication est vitale. Elle permet à l'exploitation de se poursuivre et aux tonnes de minerais aurifères d'être acheminées vers les écluses. Lorsque les radios se sont tues à 23h47, Mitch Blaschke, membre d'équipage chevronné, a immédiatement compris que quelque chose de grave s'était produit. « Je fais partie de l'équipage de Parker depuis des années », confiera-t-il plus tard lors d'un entretien exclusif. « J'ai vu des pannes, des accidents, des pannes dues aux intempéries, mais je n'avais jamais entendu un silence pareil. Ce n'était pas seulement la radio, c'était tout. Le silence s'est installé dans toute la zone. Le service de nuit s'était déroulé sans problème jusqu'à cet instant. 3 excavatrices déplaçaient les déblais, 2 bulldozers poussaient les matériaux, des stations de lavage vrombissaient sur des centaines de mètres cubes de terre aurifère. L'exploitation de Parker tournait 24 heures sur 24 en pleine saison, chaque heure d'obscurité étant aussi cruciale que la lumière du jour lorsqu'on vise des gains d'1 million de dollars en or. L'équipe avait son rythme, sa routine, une compréhension tacite du fonctionnement de l'ensemble. Puis le rythme se brisa. Brennan Rouault, aux commandes d'une des pelles mécaniques sur le banc supérieur, fut le premier à remarquer le changement. Pas seulement le silence radio, mais autre chose, quelque chose dans le sol lui-même. La façon dont sa machine a réagi, ou plutôt n'a pas réagi, était troublante. Il creusait dans cette tranchée depuis des semaines, connaissait chaque couche de matériaux et comprenait la géologie comme s'il lisait un livre. Mais dans les instants qui suivirent 1147, le sol sous ses traces lui semblait différent. Faux. J'ai contacté la centrale par radio, à Admis Plustard Brennan, la voix encore marquée par cette nuit-là. Rien. J'ai essayé la chaîne de Parker. Rien. J'ai essayé celle de Mitch. Des parasites. C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple panne d'équipement. C'était quelque chose de plus grave. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que le silence n'était que le prélude. Dans les minutes et les heures qui suivirent, l'équipe de Parker Schnabel allait être témoin d'événements qui allaient remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'exploitation minière, le leadership et cette terre qui les avait rendus immensément riches. La nuit ne faisait que commencer et, avant même que l'aube ne se lève sur le Klondike, plus rien ne serait comme avant. Ce qu'a vu l'équipe de nuit, Danny Etheridge, opérateur de la station de lavage, fut le premier à le constater. De son poste dans la cabine de contrôle, surélevé au-dessus des machines vrombissantes et des convoyeurs, il avait une vue dégagée sur la tranchée où les excavatrices travaillaient sous des projecteurs aveuglants. Ce qu'il a vu à 11h52 l'a paralysé aux commandes. Le sol bougeait, raconta Danny, encore visiblement secoué des mois plus tard. Pas comme un glissement de terrain ou un affaissement. Le sol se déplaçait comme de l'eau, comme si toute la banquette était liquide en dessous. Je n'avais jamais rien vu de pareil, et pourtant j'ai travaillé dans des mines dans 3 pays différents. Des ingénieurs géotechniciens identifieraient plus tard ce phénomène décrit par Danny comme étant la liquéfaction des sols, un phénomène rare et dangereux où un sol saturé perd ses propriétés de solidité sous l'effet de la pression. Mais à cet instant précis, en voyant des milliers de tonnes de terre se comporter comme une vague océanique, la terminologie technique importait peu. Ce qui comptait, c'était que 3 excavatrices et 5 ouvriers travaillaient directement dans la zone où le sol était devenu instable. Brennan, toujours dans la cabine de son excavatrice, sentit la machine commencer à s'incliner. D'abord très lentement, d'1 degré ou 2 seulement, juste assez pour qu'il se demande s'il n'hallucinait pas. Puis plus vite, l'énorme machine, pesant plus de 90 tonnes, commença à glisser latéralement le long du banc. Il a brusquement actionné les commandes, tentant de diriger la pelle mécanique vers le haut de la pente, loin de la défaillance progressive. Les chenilles ont patiné, ne trouvant aucune adhérence sur un sol qui s'était transformé d'argile compacte en une sorte de béton humide. « Je me suis déjà retrouvé dans des situations délicates », a déclaré Brennan.
Mais quand on sent la machine glisser, toutes les commandes à fond. C'est là que la vraie peur s'installe. On est impuissant, complètement impuissant. Sur le banc inférieur, Tyler Mahoney poussait des matériaux avec son bulldozer lorsqu'il a remarqué que sa lame s'enfonçait plus profondément que prévu. Il ne creusait pas plus profondément, il s'affaissait simplement, toute la partie avant de sa machine tombant comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Il fit immédiatement marche arrière, Tyrant le bulldozer en arrière, mais le sol continuait de se déformer. Je levai les yeux vers le haut de la tranchée et vis la pelle mécanique de Brennan se déplacer latéralement. Tyler se souvient. C'est là que j'ai compris que le problème ne venait pas seulement de moi. Toute la coupe était en train de capoter. Tout était en train de s'effondrer. Le silence radio qui avait précédé la rupture du réseau prit soudain tout son sens. Les équipements de communication étaient installés sur des pylônes ancrés dans ce même sol instable. Avec les mouvements de terrain, les connexions furent coupées, les câbles arrachés et l'ensemble du réseau compromis. L'équipe était isolée, chaque opérateur seul avec sa machine et sa peur, incapable de se coordonner, d'appeler à l'aide ou d'avertir les autres de ce qui se passait. Depuis son poste à l'usine de lavage, Danny prit une décision cruciale. Il coupa l'alimentation, interrompant ainsi le flux de terre aurifère sur les convoyeurs. L'usine continuerait de fonctionner, traitant les matériaux déjà présents, mais aucun nouveau matériau n'y serait introduit. Si la tranchée s'effondrait, si les excavatrices étaient en danger, la dernière chose dont on avait besoin était la pression pour continuer à alimenter l'usine. La production pouvait attendre, mais pas les vies humaines. Mais la décision de Danny engendra un nouveau problème. L'usine n'ayant plus besoin de matériaux, les excavatrices se retrouvèrent sans tâche immédiate, sans consigne claire. Dans la confusion et l'isolement de la zone de fouille compromise, sans contact radio, chaque opérateur dut choisir individuellement entre fuir ou tenter de sauver sa machine. Du matériel d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars reposait sur un terrain instable, et chaque minute de retard augmentait le risque de perte totale. Mitch, qui effectuait une maintenance de routine sur l'un des véhicules d'assistance lorsque les radios sont tombés en panne, s'est précipité vers la tranchée en apercevant le mouvement inhabituel des lumières et des machines. Ce qu'il a vu en arrivant au sommet de la rampe d'accès resterait gravé dans sa mémoire à jamais. Toute la paroi est de la tranchée, longue de plusieurs centaines de mètres et haute de 15 mètres, s'affaissait lentement sous l'effet d'une avalanche de boue, de rochers et d'argile. Les projecteurs installés sur des tours mobiles tout au long de la tranchée créaient un spectacle surréaliste. Leurs ombres dansaient au gré des mouvements de leur fondation. On aurait dit la fin du monde, dit simplement Mitch, comme si la Terre elle-même engloutissait tout ce que nous avions construit. La décision de Parker. Parker Schnabel se trouvait à 5 kilomètres de là lorsque l'incident s'est produit. Dans sa caravane, il analysait les chiffres de production du jour et planifiait la stratégie minière de la semaine suivante. Le premier signe annonciateur de la catastrophe ne lui vint pas d'un appel radio, mais de sa fenêtre. Les lumières lointaines de la mine, d'ordinaire stables et prévisibles, se mettaient à osciller de façon erratique. Les projecteurs, qui auraient dû rester fixes, balayaient le ciel comme des projecteurs de recherche. Quelque chose clochait. Il prit sa radio, grésillement. Il changea de fréquence. Encore des grésillements. Il essaya d'appeler directement l'équipe sur son portable. Aucun réseau, comme d'habitude dans cet endroit isolé. Parker passa en revue toutes les possibilités. Panne de matériel, coupure de courant, accident, incendie. Durant ces années de travail dans les mines, il les avait toutes vécues. Mais les lumières qui bougeaient laissaient présager autre chose. Quelque chose de pire. Le trajet de sa caravane jusqu'au lieu de la catastrophe prenait habituellement 6 minutes. Parker l'a fait en 3, son camion carotant violemment sur les chemins d'accès accidentés, les phares perçant l'obscurité. À mesure qu'il approchait, l'ampleur du désastre lui apparut clairement, même de loin. Il pouvait voir la géométrie altérée de la coupe, les mauvais angles, les machines mal placées. Quand Parker arriva à l'usine de lavage, Danny l'attendait, le visage blême sous les projecteurs. La conversation qui suivit allait définir le leadership de Parker d'une manière qu'aucune saison aurifère réussie n'aurait pu égaler. « Il y a un glissement de terrain », annonça Danny d'une voix calme malgré les circonstances. Le mur est s'affaisse. La dernière fois que je l'ai vu, la pelleteuse de Brennan glissait. Le bulldozer de Tyler s'enfonçait. Les radios sont hors service. J'ai coupé l'alimentation électrique de l'usine. Parker a assimilé l'information en quelques secondes. Son équipage était en danger. Son matériel était menacé. Tout son travail de la saison était réduit à néant.
Les décisions qu'il prendrait dans les minutes qui allaient suivre allaient déterminer si cela se transformerait en revers ou en catastrophe. « Où est Brennan maintenant? » demanda Parker. « Je ne sais pas. Impossible de le faire intervenir à la radio. Tyler? Pareil. » Parker observa la zone coupée, l'air pensif. L'affaissement était toujours en cours. Il le constatait au changement de position des projecteurs. Envoyer davantage de personnes sur une zone de rupture de terrain en cours violait tous les protocoles de sécurité, mettait des vies en danger et risquait de transformer une situation dangereuse en situation mortelle. Mais laisser son équipe sans soutien, sans communication, sans aide, était impensable. Positionner tous les véhicules équipés de feux fonctionnels autour du périmètre de la zone touchée, ordonna Parker. Il me faut une vue d'ensemble de la zone de défaillance. Envoyer quelqu'un au point culminant avec des jumelles. Repérer ces machines. Retrouver mon équipe. Ce que Parker n'a pas dit, mais que tout le monde a compris, c'est qu'il s'apprêtait à descendre lui-même dans la mine. En tant que patron, le propriétaire pouvait ordonner à d'autres de prendre des risques. Mais Parker n'avait jamais agi ainsi. Si son équipe était en danger, il partageait ce danger. Si du matériel devait être sauvé, il aidait à le faire. La décision fut instinctive, immédiate et potentiellement suicidaire. Mitch surgit des ténèbres, essoufflé par la course. « Patron, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. » Le sol continue de bouger. On ignore l'étendue de la rupture. On pourrait tomber dans le vide, être enseveli. Tout est possible. Mon équipe est là-dedans, a simplement déclaré Parker. Et on ne sait même pas s'ils sont encore dans les machines, a rétorqué Mitch. Ils ont peut-être sauté, ou ils sont peut-être en train de rentrer à pied. Donnez-lui 10 minutes. Faisons le point. C'est le mot « évaluer » qui a changé la donne pour Parker. Mitch avait raison. Se précipiter sur une zone sinistrée sans information, sans plan, sans comprendre la situation ne servirait à rien. Le leadership ne se résume pas à la bravoure ou à des actions téméraires. Il s'agissait de prendre des décisions qui offraient à tous les meilleures chances de survie. 5 minutes? Conceda Parker. Concentrez-moi l'attention sur ces machines. Ensuite, nous avons établi un plan. Ces 5 minutes m'ont paru des heures. Les membres de l'équipe ont positionné les véhicules autour de la tranchée. Leurs phares éclairaient le désastre sous plusieurs angles. Quelqu'un trouva des jumelles puissantes. Lentement, à travers la poussière et l'obscurité. La situation se précisa. La pelle mécanique de Brennan avait glissé sur une douzaine de mètres le long du talus, mais semblait s'être immobilisé sur un terrain plus stable. Le bulldozer de Tyler était fortement incliné, mais immobile. Les deux engins paraissaient intacts, mais on ignorait si les conducteurs étaient encore à bord. Puis, brisant la tension, un bruit, faible d'abord, puis plus fort. Un moteur. L'une des excavatrices avançait par ses propres moyens. Ses chenilles crissaient sur le sol instable, tandis qu'elle s'éloignait lentement de la zone de défaillance. Aux jumelles, ils aperçurent Brennan dans la cabine, luttant avec les commandes pour guider l'énorme machine vers la sécurité. « Il s'en sort !» murmura quelqu'un, et l'équipe qui observait la scène retint son souffle. La décision de Parker d'attendre, d'évaluer la situation, de résister à l'envie de se précipiter, s'avérait judicieuse. Brennan était en train de se sauver, lui et sa machine, mais le bulldozer de Tyler restait immobile, incliné dans l'obscurité. Un membre d'équipage est sain et sauf, un autre est toujours en danger. La nuit était loin d'être terminée. Lorsque le sol s'est dérobé sous leurs pieds, ce dont ils ont été témoins ensuite resterait gravé à jamais dans leur mémoire. Alors que la pelle mécanique de Brennan s'efforçait de gagner un terrain stable, le banc qu'il venait d'abandonner s'effondra brutalement. Non pas lentement, non pas progressivement, mais dans un effondrement soudain et catastrophique qui engloutit 15 mètres de déblais en quelques secondes. Des milliers de tonnes de terre, de roches et d'argile s'écroulèrent dans le vide, important avec elles des pylônes d'éclairage, des réservoirs de carburant et le bulldozer abandonné de Tyler. Le son était inédit pour l'équipage. Ni une explosion, ni une fracas, mais un grondement sourd et viscéral qui semblait venir de la terre elle-même. Le sol rugit littéralement en ses dents, une note grave qui vibrait dans leur poitrine et leur donnait mal aux dents. Des nuages de poussière s'élevaient en volutes immenses, obscurcissant tout et transformant la scène éclairée en un cauchemar d'ombres et de chaos. Je croyais que Tyler était dans ce bulldozer. Admit Danny Plustard. La voix brisée, je croyais qu'on venait de le voir mourir. Ces secondes avant de savoir qu'il était sain et sauf furent les pires de ma vie. Mais Tyler avait fait le même calcul que Brennan. Il avait abandonné sa machine quelques minutes plus tôt, lorsqu'il était devenu évident que le sol ne tiendrait pas. Il était sorti de la cabine, avait escaladé la pente instable à pied,
et avait émergé de la poussière, couvert de boue, mais vivant. Sun Bulldozer, d'une valeur de plus de 300 $, était désormais enseveli sous des centaines de tonnes de débris. L'équipe s'est rassemblée à la station de lavage. Tout le monde était là, sain et sauf. Mais la sécurité était relative. La tranchée sur laquelle ils travaillaient avait été profondément modifiée. Le mur s'était entièrement effondré. Les banquettes qu'ils avaient soigneusement creusées pendant des semaines avaient disparu. Pire encore, la catastrophe s'étendait plus profondément qu'on ne l'avait imaginé. Des couches géologiques censées être stables se révélèrent tout sauf stables. À l'aube, Parker inspecte le périmètre de la zone sinistrée, suivi en silence par son équipe. L'ampleur du désastre est devenue plus claire à mesure que la lumière du jour augmentait. L'effondrement avait englouti environ 20% de leur zone minière active. Les objectifs de production qui semblaient réalisables 24 heures auparavant étaient désormais impossibles à atteindre. Le succès de la saison, les primes de l'équipe, la réputation de Parker comme mineur capable de surmonter tous les obstacles, tout cela était en jeu. Mais les dégâts physiques, aussi dévastateurs fussent-ils, étaient insignifiants comparés au traumatisme psychologique subi par les membres de l'équipe. Travailler dans les mines est dangereux. Tout le monde le sait. Le matériel tombe en panne, des accidents surviennent, les risques sont gérés mais jamais éliminés. Ce qui a rendu cette nuit si particulière, c'est la trahison de la Terre elle-même. Les mineurs font confiance à la Terre, la comprennent et travaillent avec elle. Quand cette confiance fondamentale est rompue, quand le sol ferme devient liquide, quelque chose change dans votre approche de chaque quart de travail, de chaque coupe, de chaque seau de minerai. J'ai été exactement dans la même situation que Brennan des dizaines de fois, à confier un membre de l'équipe. Même banque, même matériel, tout était pareil. Pourquoi le terrain a-t-il tenu pour moi et pas pour lui? Un pur coup de chance, un concours de circonstances, être au bon endroit au lieu du mauvais, en quelques minutes seulement. Cette prise de conscience, ce caractère aléatoire, c'est ce qui m'a le plus effrayé, plus encore que l'effondrement lui-même. L'enquête technique qui a suivi a révélé la conjonction de facteurs qui a conduit à la rupture, une teneur en eau anormalement élevée dans certaines couches géologiques, vibrations dues au fonctionnement des équipements, contraintes cumulatives liées à l'enlèvement des matériaux de soutien par le dessous, ancien pergélisol ayant fondu sous l'effet des changements climatiques, créant des vides et des zones de fragilité là où il ne devrait pas y en avoir. Chaque facteur est gérable individuellement, mais leur combinaison est catastrophique. Parker a ordonné l'arrêt complet des opérations pendant que les ingénieurs évaluaient le terrain restant. Interdiction d'exploiter les mines, de déplacer les installations, de prendre des risques tant que les causes de l'incident et les mesures préventives n'étaient pas établies. Cette décision lui coûtait environ 50 $, par jour de perte de production, mais après ce que son équipe avait vu, il n'avait pas d'autre choix. « J'ai tout fait pour trouver de l'or », a déclaré Parker à son équipe réunie ce matin-là. « Je vous ai beaucoup demandé, mais je n'ai jamais demandé à personne de mourir pour ça. Nous arrêtons les travaux tant que nous ne sommes pas certains que le terrain est sûr, sans exception. » La réaction de l'équipe à la décision de Parker a révélé un aspect crucial de la dynamique d'équipe forgée au fil des années de collaboration. Il n'y eut ni rébellion, ni pression pour reprendre les travaux, ni discussion sur le temps ou l'argent perdu. Tous avaient été témoins de la même chose. Tous comprenaient à quel point ils avaient frôlé la tragédie. Le soutien unanime à la sécurité plutôt qu'à la production témoignait de la culture que Parker avait instaurée. Parfois intentionnellement, parfois par hasard, mais toujours centré sur les personnes qui avaient rendu possible ces rêves miniers. Dans le calme qui suivit l'effondrement, tandis que les ingénieurs commençaient leur évaluation et que les membres de l'équipe tentaient de comprendre ce qu'ils avaient vécu, les témoignages commencèrent à émerger. Des détails infimes, des moments intimes, des témoignages individuels sur le traumatisme partagé. Ces récits, chuchotés autour d'un café ou partagés pendant les pauses cigarettes, ont brossé un tableau de cette nuit que ni les statistiques ni les rapports techniques n'auraient pu retranscrire. Les conséquences et les révélations. Les ingénieurs arrivèrent en moins de 36 heures. Spécialistes en géotechnique, ils avaient déjà enquêté sur des effondrements miniers à travers le monde. Ce qu'ils découvrirent dans la galerie de Parker stupéfia même ses professionnels aguerris. L'effondrement n'était ni un événement aléatoire, ni un accident imprévisible. Des signes avant-coureurs étaient présents depuis des semaines. Des indices subtils que l'équipe avait remarqués sans les comprendre, que les superviseurs avaient considérés comme des variations normales,
et que tous avaient ignoré car l'arrêt de la production pour enquêter paraissait excessif. Mitch se souvenait avoir remarqué que l'eau sointait plus que d'habitude de la paroi découpée, mais il l'avait attribuée aux pluies récentes. Tyler avait signalé que les chenilles de son bulldozer s'enfonçaient plus profondément à certains endroits, mais il avait supposé qu'il avait rencontré un matériau plus meuble. Brennan avait ressenti des vibrations anormales dans sa pelle mécanique, mais il avait pensé à un problème mécanique, et non à un problème de terrain. Prises individuellement, ces observations n'avaient pas grande importance. Ensemble, elles ont révélé un tableau clair d'une défaillance imminente, que personne n'avait perçu avant la catastrophe. On le savait, admit un membre de l'équipage à contre-cœur, pas consciemment, pas explicitement, mais au fond de nous, on sentait que quelque chose clochait. On refusait simplement d'y croire, car y croire signifiait s'arrêter, s'arrêter signifiait prendre du retard, et prendre du retard signifiait décevoir Parker. Cette révélation fut un coup dur pour Parker, plus encore que les pertes financières. Son équipe s'était sentie obligée d'ignorer les problèmes de sécurité, non pas parce qu'il l'avait explicitement exigé, mais parce que la culture de la production continue avait instauré un climat où exprimer ses inquiétudes était perçu comme une faiblesse. La prise de conscience que son style de leadership, son intensité et sa quête incessante de résultats avaient contribué à cette situation, dangereuse à contraindre Parker à se confronter à des vérités dérangeantes sur lui-même et son organisation. Les réunions d'équipe qui ont suivi furent sans précédent dans l'histoire de Gold Rush. Des conversations franches, directes et parfois douloureuses sur la peur, la pression, la communication et la responsabilité. Parker écoutait plus qu'il ne parlait. Les membres de l'équipe partageaient des expériences qu'ils avaient gardées secrètes, chacun cherchant comment reconstruire un monde meilleur à partir des décombres. Je me rends compte que l'extraction de l'or n'est pas la partie la plus difficile du métier d'exploitant minier, a réfléchi Parker. Conserver les bons éléments, instaurer une confiance réelle, créer une culture où chacun se sent en sécurité et où l'on vous signale les problèmes. Voilà le défi. J'étais tellement concentré sur la terre et l'or que j'avais négligé ce qui se passait au sein de l'équipe. Les relations personnelles, déjà complexes, l'étaient devenues encore plus après coup. Certains membres se sont soudés, ayant partagé le traumatisme et survécu ensemble. D'autres ont commencé à prendre leur distance, se demandant si l'argent valait le risque, si cet incident évité de justesse était un avertissement pour trouver un travail plus sûr, s'ils avaient suffisamment confiance dans le terrain ou dans leurs supérieurs pour continuer. Brennan, qui avait réussi à sortir sa pelle mécanique de la zone accidentée et était devenu un héros malgré lui, était rongé par la culpabilité du survivant. Tyler aurait pu être dans le bulldozer au moment de l'accident, a-t-il dit. S'il n'y était pas, c'est uniquement grâce à la chance. J'y repense sans cesse, à quel point on a frôlé la catastrophe, à quel point l'histoire aurait pu basculer. Les révélations financières ont aggravé le traumatisme. Le bulldozer détruit, la perte de production, les études d'ingénierie et les travaux de remise en état nécessaires à la stabilisation du terrain restant ont engendré des pertes dépassant 1,2 million de dollars. Pour une exploitation minière déjà aux marges réduites et déjà en retard sur ses objectifs saisonniers, un tel revers financier a menacé sa viabilité même. Parker était confronté à une décision qui dépassait le simple calcul coûts-avantages. Il pouvait limiter ses pertes, interrompre l'exploitation pour la saison, payer ses employés et abandonner. Nombre de mineurs auraient fait exactement ce choix, considérant l'effondrement du terrain comme un revers insurmontable. Ou bien il pouvait redoubler d'efforts, investir davantage dans la stabilisation et la sécurité, prolonger la saison malgré les coûts et tenter de renouer avec la rentabilité tout en restaurant la confiance de son équipe. La solution de facilité aurait été d'abandonner, a reconnu Parker. Tout laisser tomber, considérer la saison comme mauvaise et revenir l'année suivante. Mais ce n'est pas moi. Et surtout, ce n'est pas ce dont mon équipage avait besoin. Ils allaient affronter cette catastrophe ensemble. Ils méritaient de pouvoir surmonter cette épreuve ensemble. Les solutions techniques proposées par les ingénieurs étaient vastes et coûteuses. Des systèmes de rabattement de nappes phréatiques pour réduire la pression des eaux souterraines. Le terrassement des parois restantes, selon des angles plus sûrs, a nécessité le déplacement d'une quantité nettement supérieure de déblais pour une même quantité de terre aurifère. Un système de surveillance continue a été mis en place afin de détecter les premiers signes de défaillance. Les séquences d'excavation ont été modifiées afin de privilégier la stabilité à l'efficacité. Chaque recommandation était pertinente et chacune d'elles réduisait les profits potentiels. Mais au-delà des solutions techniques,
Parker avait compris la nécessité d'un changement culturel. Il a instauré des réunions de sécurité quotidiennes obligatoires où les préoccupations de l'équipage étaient entendues sans jugement. Il a fait appel à un consultant externe pour enseigner les bonnes pratiques d'identification et de signalement des dangers. Surtout, il a donné à chaque membre d'équipage l'autorisation explicite d'interrompre les opérations en cas de danger, sans qu'ils aient à se justifier. Je leur ai dit « Votre sécurité est plus précieuse que tout l'or que vous puissiez trouver », a raconté Parker. Et je le pensais vraiment, mais les paroles ne suffisaient pas. Je devais le prouver par des actes, par des décisions qui m'ont coûté de l'argent, mais qui ont montré à l'équipe mon sérieux, à jamais transformé. 6 mois après le glissement de terrain, l'exploitation de Parker avait profondément changé. Les modifications matérielles étaient flagrantes. Talus aménagés, équipements de surveillance et procédures modifiées. Mais les transformations les plus profondes s'opéraient chez les gens dans leur façon d'aborder leur travail, dans leurs valeurs et leurs craintes. Brennan continuait de conduire des excavatrices, mais il reconnaissait ne plus jamais avoir la même confiance dans le sol. À chaque godet, à chaque passage, une petite voix intérieure me demandait si c'était le moment où tout allait céder à nouveau, disait-il. J'ai appris à vivre avec cette conscience, mais cela a changé ma façon de travailler, de dormir et de concevoir l'exploitation minière. Tyler a finalement repris la conduite d'engin, mais a insisté pour suivre une formation complémentaire en identification des risques géotechniques. Il est devenu le garant officieux de la sécurité au sein de l'équipe, celui qui n'hésitait pas à prendre la parole en cas de doute, la voix de la prudence qui contrebalançait la volonté de production de Parker. Cette dynamique a fonctionné grâce au soutien indéfectible et visible de Parker. Danny, qui avait pris la décision cruciale d'arrêter l'alimentation de l'usine de lavage, a assumé des responsabilités accrues en matière de sécurité opérationnelle. Sa réactivité durant la crise a démontré un jugement sur lequel Parker s'appuyait désormais, bien au-delà du simple fonctionnement de l'usine. La promotion s'accompagnait d'une meilleure rémunération, mais aussi de la lourde responsabilité de savoir que ces décisions pouvaient faire la différence entre la vie et la mort des membres de l'équipe. Mitch, le vétéran qui avait assisté à d'innombrables opérations minières, admit que l'effondrement du terrain avait même ébranlé son expérience. « Je croyais avoir tout vu », confia-t-il. Il s'avère qu'il y a toujours de nouvelles raisons d'avoir peur, de nouveaux imprévus. Mais il y a aussi une résilience insoupçonnée, une capacité à se manifester jusqu'à ce qu'on en ait besoin. La saison que tous voyaient catastrophique, compromise par l'impraticabilité du terrain en octobre, a finalement donné des résultats surprenants. Non pas parce que l'équipe de Parker a trouvé de l'or exceptionnel, bien qu'elle ait réalisé une belle performance, mais parce qu'elle a démontré une qualité bien plus précieuse que n'importe quel métal précieux. La capacité d'affronter la catastrophe, d'en tirer des leçons, de s'adapter et de persévérer. Les images de cette nuit-là, capturées par les caméras de sécurité et les appareils personnels, sont devenues parmi les plus marquantes de l'histoire de la ruée vers l'or. Mais ce que les caméras n'ont pas pu saisir pleinement, c'est l'histoire humaine qui se cachait derrière le spectacle. La peur, les décisions, le leadership, la résilience, la transformation d'une équipe confrontée à l'impensable et qui a choisi de persévérer. L'approche de Parker vis-à-vis de l'exploitation minière a été bouleversée à jamais après cette nuit d'octobre. Le jeune mineur, autrefois connu pour son obsession de l'or et sa volonté de travailler plus dur et plus longtemps que quiconque, a découvert que le véritable leadership impliquait de savoir quand agir et quand se retirer. Un homme dont le succès se mesurerait non seulement en grammes, mais aussi à la loyauté et à la sécurité de son équipage. Les membres de l'équipe restés auprès de Parker après l'échec de la mission au sol ont tissé des liens qui dépassaient le cadre des relations professionnelles habituelles. Ils avaient survécu ensemble à une épreuve, affronté un danger réel, pris des décisions cruciales et en étaient ressortis transformés. Mais indemnes. Les nouveaux membres d'équipage arrivés les saisons suivantes ont rapidement reconnu ce noyau dur, ceux qui étaient présents cette nuit-là et qui, de manière subtile, ont gardé cette expérience en mémoire. À l'échelle de l'industrie, l'incident a suscité des discussions sur la stabilité des terrains, les technologies de surveillance et la culture de sécurité, bien au-delà de l'exploitation spécifique de Parker. D'autres mineurs ont analysé l'incident, mis en œuvre leurs propres mesures préventives et revu leur conception de la stabilité des terrains. Les leçons tirées de cette nuit d'octobre au Klondike ont profondément marqué toute la communauté minière. Pour les téléspectateurs de Gold Rush, cet épisode représentait un moment rare, un drame authentique, des enjeux réels et des réactions humaines spontanées face à la crise.
Pas de conflits fabriqués, pas de tensions artificielles. Juste des gens confrontés à une situation imprévisible et dangereuse avec courage, peur et détermination. Cette authenticité a touché les cœurs d'une manière que la télé-réalité classique atteint rarement. La relation de Parker avec son équipe a évolué, passant d'une relation employeur-employé à une relation plus complexe et précieuse. Il a appris à écouter différemment, à valoriser la vie de ceux qui avaient la terre sous les ongles et des années d'expérience sur le terrain. Le respect mutuel qui s'est instauré a constitué le fondement des saisons d'exploitation minière fructueuses qui ont suivi. Des années plus tard, la cicatrice laissée par l'effondrement reste visible dans le paysage. Les mineurs qui y travaillaient peuvent encore voir l'endroit précis, suivre le tracé de la faille et montrer du doigt l'endroit où les machines ont failli disparaître sous les décombres. Mais loin d'être une source de honte ou de peur, ce lieu est devenu un rappel douloureux. Un mémorial permanent à la nuit où tout a basculé, aux leçons apprises, à la résilience découverte. Rétrospectivement, les membres d'équipage décrivent de la défaillance au sol comme un moment décisif dans leur carrière et leur vie. Une expérience qu'ils ne souhaiteraient pas revivre, mais dont ils sont étrangement reconnaissants d'avoir été témoins et d'y avoir survécu. Cette expérience leur a permis de mieux se connaître les uns les autres, et de comprendre ce qui compte vraiment quand le sol se dérobe sous leurs pieds. L'exploitation de Parker Schnabel se poursuit aujourd'hui, plus fructueuse et plus sûre que jamais. L'or continue d'être extrait. Les machines fonctionnent sans relâche. De nouveaux défis surgissent et sont relevés. Mais tous ceux qui étaient présents ce soir d'octobre savent qu'un changement fondamental s'est opéré. Ils ont constaté de visu que la terre avec laquelle ils travaillent est puissante, imprévisible et digne de respect. Ils ont appris que le leadership ne se limite pas à la simple augmentation de la production. Ils ont découvert que la survie dépend parfois de la bonne décision prise par leurs collègues au moment crucial. Les révélations de l'équipe sur ce dont ils ont été témoins cette nuit-là ont transformé à jamais la façon dont Parker Schnabel envisage l'exploitation minière, la collaboration au sein de son équipe et leur conception du fragile. Équilibre entre ambition et sécurité dans l'un des métiers les plus dangereux au monde. Cette nuit inoubliable pour l'équipe de Parker Schnabel leur a enseigné des leçons inestimables. Leur courage, leur honnêteté et leur résilience ont transformé non seulement une exploitation minière, mais ont aussi établi de nouvelles normes pour toute une industrie. Ce dont ils ont été témoins durant ces heures sombres a jeté les bases d'un avenir meilleur et plus prometteur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez les notifications. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous sur le leadership, la survie et la force de l'esprit humain lorsque tout est en jeu.